Bonjour, c'est Muriel, ingénieure agronome d'Afrique et d'ailleurs. Qui regarde un bouquet de roses et pense à tout ce qu'il a fallu pour produire ces belles fleurs? Personne. Dans cette vidéo, nous allons parler des étapes de production des roses cultivées en serre, de la sélection de plants aux contraintes environnementales jusqu'au conditionnement pour le marché. Vous verrez que derrière chaque rose se cache une mécanique bien rodée et ce n'est pas toujours aussi romantique qu'on pourrait l'imaginer. Allons-y. La production des roses en serre est une industrie où rien n'est laissé au hasard. L'objectif est simple, obtenir des fleurs uniformes, robustes et capables de supporter le transport à l'autre bout du monde. Voyons donc comment cela fonctionne étape par étape. Commençons par la sélection des plants et la préparation des substrats. Tout commence donc par la sélection de variétés hybrides, choisies non pour leur parfum, mais pour leur résistance, leur durée de vie en vase et leur esthétique. Les boutures sont enracinées dans des substrats artificiels, souvent de la laine de roche ou de la fibre de coco, parce que les matériaux permettent un meilleur contrôle des apports en eau et en nutriments par rapport au sol classique. Les substrats ne sont pas simplement inertes, ils jouent un rôle important dans la croissance des rosiers. L'irrigation goutte à goutte, couplée à la fertilisation, est dans certaines régions orchestrée dans des proportions millimétrées. Deuxième point, les paramètres climatiques dans les serres. Dans les serres modernes, je vous le disais, rien n'est laissé au hasard. L'humidité relative, la température, la luminosité et même la concentration du gaz carbonique dans l'air sont rigoureusement contrôlés. Voici les paramètres typiques. On inspecte la température du jour entre 18 et 24 degrés. Et en température, la nuit, on peut osciller entre 15 et 21 degrés. En ce qui concerne l'humidité relative, elle est entre 70 et 80% pour éviter le dessèchement des plantes, leur donner une belle couleur éclatante et limiter les risques de maladies fongiques. Le gaz carbonique, lui, est injecté jusqu'à 900 parties par million pour stimuler la photosynthèse et la croissance. Et dans certaines régions où l'ensoleillement est insuffisant, des lampes LED horticoles sont utilisées pour fournir le spectre lumineux nécessaire, notamment dans le rouge et le bleu. Troisième point, la taille, les bourgeonnages et le palissage. Dans certains cas, pour obtenir des roses longues et droites, les tiges sont palissées verticalement à l'aide de fils de soutien. Les boutons latéraux, donc sur les côtés, sont systématiquement retirés lors de l'ébourgeonnage pour concentrer toute l'énergie de la plante sur un seul bouton floral. Une taille régulière est également effectuée pour contrôler la hauteur des plants et stimuler la floraison successive. Quatrième point, la protection phytosanitaire. Les roses sont des plantes sensibles à une multitude de ravageurs et maladies. Les producteurs utilisent une combinaison de stratégies, la lutte chimique, c'est-à-dire des insecticides, fongicides et acaricides appliqués selon un calendrier précis, la lutte biologique, soit l'introduction de prédateurs naturels comme les coccinelles pour limiter les populations de pucerons. Et bien sûr, les producteurs misent sur des pratiques culturales comme la rotation des cultures, le contrôle strict de l'hygiène dans les serres, la désinfection des outils pour limiter les contaminations. Chaque aspect de la culture est calibré pour atteindre l'objectif principal, produire une rose impeccable, capable de durer jusqu'à 2 semaines en vase. La récolte et le conditionnement. Une fois que les roses atteignent leur stade optimal, elles sont récoltées à la main. Cela signifie que les ouvriers doivent couper les tiges au bon moment. Après la coupe, les tiges sont transportées vers une zone de conditionnement où elles subissent plusieurs manipulations de mise en beauté et en condition pour arriver fraîches et belles dans vos salons. Ça commence donc par l'effeuillage. Les feuilles situées sur la partie inférieure des tiges sont retirées pour réduire la transpiration pendant le transport. Ensuite, le tri et le classement. Les roses sont classées en fonction de leur longueur, par exemple 40 cm, 50 ou 70 cm, jusqu'à 1 mètre. Et tout ça dépend des commandes et des demandes des clients, ou bien des grossistes, ou bien même des centrales d'achat. Puis, il y a le pré-traitement. Les tiges sont placées dans une solution d'hydratation et d'antibactériens pour ralentir leur dégradation. Elles sont ensuite regroupées en bottes homogènes, protégées par des cartons ou des manchons en plastique. Et par la suite, elles sont stockées dans des chambres froides entre 2 et 4 degrés pour préserver leur fraîcheur avant l'expédition. Mais tout n'est pas si rose. Derrière ces fleurs parfaites se cache une industrie gourmande en ressources. La production de roses en serre consomme d'énormes quantités d'eau douce, des ressources déjà précieuses sur Terre. Pour vous donner une idée, il faut plus de 10 litres pour produire une seule rose au Kenya, contre 18 en Équateur,
gros producteur, ou 3 litres aux Pays-Bas. Au Kenya, le lac Naivasha, qui alimente des serres de roses en eau, a été sévèrement affecté, ce qui change forcément la donne en termes de biodiversité qui décline. Cette surconsommation d'eau met également en péril les populations locales qui dépendent de cette ressource pour leur quotidien. C'est donc plus difficile pour les pêcheurs. Et ce n'est pas tout. Les roses en serre sont extrêmement vulnérables aux ravageurs et maladies. Pour garantir donc des récoltes constantes, de grandes quantités de pesticides, fongicides et autres produits phytosanitaires sont utilisés. Ces substances, parfois efficaces, présentent des risques majeurs. Pour l'environnement, tout d'abord, les résidus chimiques contaminent les sols et l'eau, ils réduisent la fertilité et polluent les cours d'eau. Pour les ouvriers, ceux qui manipulent ces produits sans protection adéquate s'exposent à des problèmes de santé, allant des irritations respiratoires aux troubles beaucoup plus graves sur un long terme. Pour les écosystèmes, la faune locale, comme les poissons ou les oiseaux autour des lacs, subit évidemment les effets indirects de ces pollutions. Face à ces critiques, certaines exploitations floricoles ont adopté des pratiques plus durables pour limiter leur impact environnemental. Ça passe notamment par le recyclage de l'eau avec des systèmes de récupération et de réutilisation de l'eau qui réduisent la pression sur les ressources locales. Autre point, de plus en plus de fermes investissent dans des panneaux solaires ou des biogaz pour réduire leur empreinte énergétique. Bon, pour les panneaux solaires, il y a quand même la problématique des batteries polluantes qui peuvent poser problème en fin de cycle. Et la troisième pratique durable, j'en parlais plus tôt, certaines fermes intègrent la lutte biologique en introduisant des prédateurs naturels contre les ravageurs ou en limitant les pesticides à des applications ciblées. Ces effets permettent non seulement de protéger l'environnement, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. La floriculture au Kenya a également joué un rôle dans l'émancipation des femmes qui représentent près de 70% de la main-d'œuvre dans ces fermes. Bon, après, elles n'ont pas de rôle de responsable, elles sont plutôt celles qui vont effeuiller ou bien tailler, mais c'est tout de même intéressant. Bref, tout ça pour dire que derrière chaque rose, il y a un coût environnemental et humain qu'il est important de ne pas oublier. C'est donc dans ce contexte qu'émergent des alternatives pour ceux qui souhaitent acheter des fleurs plus responsables, en Occident surtout, sans compromettre la qualité des roses et leur fraîcheur. Donc oui, il est possible d'acheter des roses plus propres, entre guillemets. Il faut du coup rechercher des labels et des pratiques qui garantissent des roses saines et respectueuses de l'environnement. Voici quelques labels certifiés qui sont du coup un gage de transparence. Fairtrade, donc commerce équitable, ce label garantit des conditions de travail décentes pour les ouvriers, un salaire minimum et le respect des droits sociaux. Il s'engage également à limiter les produits chimiques nocifs et à promouvoir des pratiques agricoles plus durables. MPS, Milieu Programma Sittertelt, d'origine néerlandaise, ce label évalue la durabilité des exploitations sur des critères précis: consommation d'eau, utilisation de pesticides, gestion des déchets et empreinte carbone. Les fermes sont classées selon leur impact environnemental. Rainforest Alliance, ce label bien connu dans l'agroalimentaire s'applique aussi aux roses. Il garantit que les fleurs ont été produites en respectant la biodiversité locale, en limitant les intrants chimiques et en protégeant les ressources en eau. FloriGreen, ce label quant à lui encourage l'utilisation de méthodes biologiques et alternatives telles que la lutte intégrée contre les ravageurs et le recyclage des substrats. Le label AB qu'on connaît très bien que rare pour les fleurs coupées, il garantit l'absence totale de pesticides de synthèse et d'engrais chimiques, ainsi qu'une gestion stricte des ressources naturelles. Et si vraiment ça ne vous parle pas, il existe une autre option qui consiste à privilégier tout simplement les fleurs cultivées localement et en saison. En achetant des roses produites dans des fermes proches de chez vous, vous réduisez l'empreinte carbone d'une part liée au transport aérien. En Europe, par exemple, des producteurs aux Pays-Bas, en France ou en Italie proposent des roses cultivées sous serre respectueuses de l'environnement, souvent sans chauffage excessif ou qui n'utilisent pas intensivement des ressources. J'espère que vous aurez glané quelques infos intéressantes. Moi, personnellement, je ne fête pas la Saint-Valentin. Et en dehors de ça, je cours pas derrière. Personnellement, je m'en fiche un petit peu. Maintenant que je vous ai donné ces informations, est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que vous verrez la Saint-Valentin de la même façon? Est-ce que vous continuerez d'acheter des roses? Dites-moi un petit peu en commentaire. Moi, personnellement, la Saint-Valentin, je ne la fête pas. À l'époque où je vivais chez mon père, le jour de la Saint-Valentin, mon père achetait un bouquet de roses pour ma mère et puis quelques fleurs pour ma sœur et moi. Je crois que c'était peut-être des roses, je suis même plus sûre. Mais bref,
c'était bien, c'était cool, mais honnêtement, je m'en fichais un peu. J'appréciais le geste, mais je m'en fichais un petit peu. Et aujourd'hui, je m'en fiche totalement. Je ne sais pas quelle est votre position. N'hésitez pas à la partager en commentaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.